On pense souvent à la fraude sociale, mais il existe un problème bien plus grand et surtout beaucoup plus silencieux. Ce sont des millions d'euros d'aides qui chaque année ne sont jamais réclamés par les personnes qui ont droit. C'est un phénomène qu'on appelle le non-recours et c'est une véritable crise invisible. Regardez bien ce chiffre, 46%. C'est le pourcentage de personnes qui n'ont pas demandé une prime au loyer en Flandre. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ces personnes avaient été prévenues par l'administration qu'elles y avaient droit. Il suffisait de renvoyer un simple formulaire, et pourtant, près de la moitié des aides n'ont jamais été versées. Ça montre bien à quel point un tout petit obstacle administratif peut devenir une véritable barrière. Alors, clarifions bien ce que c'est le non-recours. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit de ne pas demander une aide. Non, c'est une défaillance du système. C'est une situation où une personne, pour plein de raisons différentes, ne reçoit pas un droit que la loi lui garantit. Et au final, c'est toute l'efficacité de nos politiques sociales qui est remise en question. Pour bien comprendre ce phénomène, on va d'abord voir l'ampleur de cette crise invisible. Ensuite, on va décortiquer ce qui ressemble à un véritable parcours du combattant administratif. On s'interrogera sur la responsabilité du système avant de regarder les solutions concrètes pour peut-être aller vers un État plus proactif. Allez, plongeons dans le vif du sujet. L'ampleur de ce phénomène est vraiment sous-estimée et ça touche des aides qui sont absolument essentielles. Ce graphique illustre une sorte d'échec de notre filet de sécurité. Regardez ces chiffres. Pour le revenu d'intégration sociale, qui est vraiment l'aide de dernier recours, le non-recours peut atteindre 76%. Pour de meilleurs remboursements de soins de santé ou pour l'allocation de chauffage, ça peut grimper jusqu'à 90%. Ce ne sont pas des cas isolés, c'est une hémorragie silencieuse et systémique. Et derrière ces pourcentages, il y a des conséquences humaines qui sont dramatiques. Comme le souligne cette citation, ne pas recevoir une aide à laquelle on a droit, ce n'est jamais anodin. Ça peut vraiment aggraver la précarité, creuser les dettes et, dans les cas les plus extrêmes, mener jusqu'à la perte de son logement. Alors la grande question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que tant de gens passent à travers les mailles du filet ? Les causes sont multiples et elles sont souvent toutes liées entre elles. On peut décomposer le problème en 4 grandes catégories. D'abord, il y a la non-connaissance. On ignore tout simplement que l'aide existe. Ensuite, la non-demande. On sait que l'aide existe, mais la complexité ou la peur d'être jugé nous décourage. Puis, la non-réception. On fait la demande, mais le dossier se perd ou n'aboutit jamais. Et enfin, un point crucial, la non-proposition. C'est-à-dire quand un travailleur social ou une institution oublie de proposer un droit. Une des causes profondes de tout ça, c'est la complexité de notre système en Belgique. Les compétences sont éparpillées entre le fédéral, les régions, les communautés, les communes. Résultat, on se retrouve face à un véritable labyrinthe institutionnel. Chaque administration a ses propres règles, ses propres formulaires. C'est une opacité qui épuise même les plus motivés. Et à cette complexité vient s'ajouter la numérisation à marche forcée des services publics. Bien sûr, pour certains, c'est plus efficace, mais pour d'autres, c'est un mur inenfranchissable. Les études montrent que près de la moitié de la population belge n'a pas les compétences numériques de base. Fermeture des guichets, formulaires uniquement en ligne, plus de contact humain, la dématérialisation censée simplifier finit par exclure massivement. Et puis, il y a une barrière plus psychologique. Dans un climat où on parle beaucoup de chasse aux fraudeurs, demander de l'aide est souvent vécu comme une humiliation. La peur d'être catalogué comme profiteur ou assisté pousse beaucoup de personnes à renoncer à leurs droits simplement pour préserver leur dignité. Cette citation anonyme résume parfaitement le sentiment général. La complexité, ce n'est pas juste un concept abstrait. Ce sont des exceptions aux exceptions, des notes de bas de page, un jargon administratif. Tout ça rend les démarches décourageantes et, au final, inaccessibles. Tout ça nous amène à un point essentiel. Le problème ne vient pas seulement des individus, mais de la façon même dont le système est conçu. Le principe de base de notre administration est en fait inversé. C'est à la personne de prouver qu'elle a droit à une aide, de rassembler une montagne de documents, de justifier sa situation, et souvent pour des informations que l'État possède déjà dans ses propres bases de données. C'est une manière de rendre l'individu responsable et de décharger l'administration de son devoir d'être efficace. Cette fragmentation, elle est au cœur du problème. Pour obtenir un seul droit, il faut souvent jongler avec une multitude d'acteurs. La commune, la sécu, la mutuelle, le syndicat, parfois même un ancien employeur. À chaque étape, c'est un nouveau risque de retard, d'erreur ou tout simplement d'abandon. Heureusement, le tableau n'est pas complètement noir. Des solutions existent. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais plutôt de repenser la logique même du service public. La solution la plus prometteuse, c'est l'automatisation des droits. L'idée est assez simple. Utiliser les données que l'administration possède déjà pour accorder les aides de manière proactive sans même attendre que les gens les demandent. Bref, il s'agit d'utiliser la technologie, non pas pour créer des barrières, mais pour les faire tomber. Mais l'automatisation, ce n'est pas un interrupteur on-off. C'est un processus graduel. On peut commencer par la simplification administrative, en pré-remplissant les formulaires. Ensuite, on passe à l'identification proactive.
où c'est l'administration qui contacte les gens. L'étape suivante, c'est l'actualisation automatique des droits. Et le but ultime, bien sûr, c'est l'octroi 100% automatique. L'aide est versée directement, sans aucune démarche. Pour que tout ça fonctionne, il y a un principe fondamental, le principe Only Once, ou de la collecte unique des données. Il est d'ailleurs inscrit dans la loi belge depuis 2014. Ça dit qu'une administration ne devrait jamais demander une information qu'une autre administration possède déjà. Appliquer ce principe à la lettre, c'est vraiment la clé pour déverrouiller la simplification et l'automatisation. Au final, on se rend compte que lutter contre le non-recours, ça demande un véritable changement de paradigme. La transformation nécessaire est assez claire. Il faut passer d'un système où c'est à la personne de demander à un système où c'est l'État qui propose. D'un système où la charge de la preuve pèse sur l'individu à un système qui utilise intelligemment les données qu'il a déjà. En bref, passer du parcours du combattant à un accès direct et simple à ses droits. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Le non-recours, ce n'est pas une fatalité technique. Les outils pour automatiser, comme la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, existent déjà. Le fait de ne pas les utiliser à leur plein potentiel est en réalité un choix politique. C'est une décision de maintenir un système qui, de fait, complique l'accès aux droits sociaux. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir de notre modèle social. Et si la solidarité, pour être vraiment efficace, n'attendait plus qu'on la demande ? Imaginez un instant une chambre forte géante, genre une vraie voûte blindée remplie de millions, voire de milliards de dollars. C'est une sacrée image pour commencer notre plongée approfondie aujourd'hui. Ben oui, mais tu sais, c'est exactement ça. Cet argent-là, il a été spécifiquement mis de côté par la société pour payer le loyer, l'épicerie ou le chauffage de ceux qui traversent une grosse tempête dans leur vie. Oui, une perte d'emploi, une maladie grave. Exactement, un accident de parcours. Mais là, imaginez que la moitié des personnes qui ont désespérément besoin de cet argent-là, la moitié, là, refusent d'ouvrir la porte. Ou pire encore, ils savent même pas que cette chambre forte existe, dans le fond. C'est fou, hein? Et c'est exactement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On va décortiquer un phénomène super dévastateur, totalement silencieux qu'on appelle le non-recours aux droits sociaux. Ouais, cette image de la chambre forte, ça illustre tellement bien la faille systémique qu'on observe dans nos États modernes. Tellement? Tu sais, quand on épluche la documentation pour aujourd'hui, notamment le baromètre social 2023 de Bruxelles, puis les rapports de l'Observatoire de la santé du social. Ouais, des données super solides. Vraiment. Puis avec les analyses comparatives entre la Flandre et la Wallonie en Belgique, on réalise que l'État-providence est complètement grippé. Il marche plus pantoute. Exact. Des sommes colossales d'aide vitale n'atteignent tout simplement jamais les citoyens qui ont pourtant totalement droit légalement. Puis je pense qu'il faut d'emblée tordre le cou à un mythe super tenace. Tu sais, dans les débats publics ou au Café du Coin, on entend constamment cette idée que les personnes en situation de précarité profitent du système. Ah, le fameux mythe du profiteur, ouais. C'est ça, qu'il y aurait une surconsommation des aides. Mais quand on regarde les faits froids puis durs de nos sources, la réalité pointe exactement dans la direction opposée. Totalement. La fraude sociale, ça représente juste une infime fraction des budgets, genre autour de 4 %. Par contre, le non-recours, l'aide qui reste sur la table, ça dépasse souvent les 50 % pour certains programmes. C'est l'ironie cruelle de toute cette situation-là. Le système est rendu tellement complexe, tellement opaque, qu'il repousse carrément ceux qu'il est censé protéger. C'est le monde à l'envers. Vraiment. Puis avant même d'expliquer pourquoi les gens réclament pas ces aides, faut d'abord regarder la réalité financière en face. L'urgence est palpable. Oui, mettons la table. Si on prend l'exemple des données bruxelloises récentes, le contraste territorial est super saisissant. En Flandre, le risque de pauvreté touche environ 8 % de la population. OK, 8 %. En Wallonie, ça grimpe à 18 %. Mais à Bruxelles, la capitale, on frappe un sommet alarmant de 30 %. 30 %. Ben voyons donc. Présentement, ça veut dire que presque un Bruxellois sur 3 vit sur le fil du rasoir. C'est énorme. C'est majeur. Puis c'est encore plus critique pour certaines tranches d'âge. Les chiffres parlent de 36 % des enfants puis 36 % des aînés qui vivent sous ce seuil de risque. Ouf! Mais là où la fracture se creuse pour de vrai, c'est quand on analyse comment les gouvernements définissent ce fameux seuil de pauvreté. Ouais, parce que ça, c'est souvent déconnecté de la vraie vie, non? D'accord. Les statistiques officielles utilisent une norme qui est super figée. Par exemple, le seuil national officiel pour une personne isolée est fixé à environ 1 366 € par mois.
D'accord. Décortiquons ça un peu, là. C'est un peu comme essayer de payer un loyer de la réalité de 2024 avec une calculatrice bloquée dans les années 90. C'est exactement ça. Les chiffres ciel vivent dans une réalité parallèle. Je veux dire, les prix ont explosé, surtout pour se loger. Ça n'a juste pas de bon sens de penser qu'on peut vivre avec ça. Non, ça n'a pas d'allure. Puis c'est pour ça que les chercheurs dans nos sources utilisent un autre outil de mesure qui est bien plus précis. On appelle ça le budget de référence. OK, puis ça mange quoi en hiver, ça? Ben ça, ce budget-là, ça calcule pas juste une simple survie mathématique. Ça calcule le coût réel d'une vie digne. D'accord. Fait que ça inclut le prix réel d'un logement salubre sur le marché privé d'aujourd'hui, le coût pour chauffer cet espace-là adéquatement, le prix d'un panier d'épicerie avec une alimentation saine, puis un strict minimum pour pouvoir participer un peu à la vie sociale. Le minimum syndical, pour pas être complètement isolé. Exactement. Puis à Bruxelles, à cause de la flambée immobilière, ce budget de référence-là grimpe à 1 627 €. Attends, on va faire le calcul. Le seuil officiel est à 1366, puis le besoin réel est à 1627. Ouais. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on a un déficit réel, un gros trou de 261 € chaque mois pour un citoyen qui se trouve pourtant techniquement au seuil officiel. C'est capoté. Fait que la personne est supposée s'en sortir, selon le gouvernement, mais elle a un trou de 261 €. Comment les gens font pour absorber ce choc financier-là? Les personnes qu'on a consultées décrivent une réalité de privation sévère. Face à ce trou dans le budget, les ménages doivent faire un arbitrage désespéré. J'imagine qu'ils coupent dans ce qui est essentiel. Toujours. Ils coupent dans l'alimentation. Ils se privent de viande ou de protéines plusieurs fois par semaine. Mon Dieu. Ils renoncent à se soigner ou ils sont incapables de faire face à une dépense imprévue, genre remplacer un frigo qui brise. Parce qu'ils n'ont pas le choix de payer le loyer en premier. Exact. La quasi-totalité de l'argent est engloutie par cette priorité absolue et honnêtement terrifiante qui est de payer le toit pour pas se retrouver à la rue. Payer le toit avant de remplir l'assiette. C'est l'urgence totale. Puis ce qui rend le chiffre suivant absolument incompréhensible pour moi, c'est que si le besoin est si criant, si les gens coupent dans leur épicerie pour survivre, comment ça se fait qu'un filet de sécurité, comme le revenu d'intégration sociale en Belgique, qui garantit un revenu minimum, comment ça se fait que c'est pas réclamé par près de 45 % des personnes éligibles? C'est le cœur du problème. Presque la moitié du monde passe à côté. C'est là qu'on plonge vraiment dans le labyrinthe du non-recours. Oui. Puis les chercheurs qui décortiquent ce phénomène-là identifient 4 mécanismes bien distincts de non-recours. OK. Quels sont-ils? Le premier, c'est la non-connaissance. Donc le simple fait d'ignorer complètement qu'une aide existe. OK, ça, c'est la base. Ensuite, il y a la non-demande. Là, la personne sait qu'elle y a droit, mais choisit délibérément de ne pas faire les démarches. On va sûrement reparler du pourquoi dans un instant. Absolument. Le troisième, c'est le non-accès. Ça se produit quand la démarche est entamée, mais que ça bloque en cours de route à cause d'un mur administratif. Ah, la fameuse paperasse. Exact. Puis finalement, la non-proposition. Ça, c'est quand les professionnels eux-mêmes omettent ou oublient d'informer la personne de ses droits. D'accord. Arrêtons-nous juste un instant sur la non-connaissance, parce que c'est souvent la barrière numéro 1 d'après les rapports. De loin. Le jargon juridico-administratif est tellement hermétique, les règles de calcul avec les plafonds de revenus, la composition du ménage, ça change tout le temps. C'est un vrai casse-tête. Mais là, je dois me faire l'avocat du diable. Une seconde. Mais attendez, là on dit toujours que nul n'est censé ignorer la loi, tu sais. Est-ce que ce n'est pas un peu la responsabilité du citoyen de s'informer sur ce à quoi il a droit, surtout aujourd'hui avec Internet? Bien, l'argument de la responsabilité individuelle, c'est super fréquent, hein? Mais ça repose sur une incompréhension totale de la psychologie de la précarité. Ah ouais? Oui. Les études universitaires en sciences sociales utilisent un concept qui s'appelle le modèle de cœur. Et ça démontre que pour réclamer une aide, il faut d'abord percevoir son besoin, connaître le programme, comprendre qu'on est éligible, puis ensuite avoir la capacité de traverser le processus. Ça fait beaucoup d'étapes. Énormément. Et la survie quotidienne, cherche à manger, éviter l'expulsion, ça crée ce qu'on appelle une surcharge cognitive massive. Un genre de brouillard mental. Exact. Le cerveau en mode survie a plus la bande pensante ni l'énergie pour se transformer en expert juridique de sa propre situation. Le système présuppose à tort que chaque individu en crise a cette capacité-là. D'ailleurs, l'ingénierie de ces aides-là est tellement complexe que même les travailleurs sociaux peinent à s'y retrouver. Ouais.
Demander à quelqu'un qui est en train de se noyer d'apprendre à lire les plans d'ingénierie d'une bouée de sauvetage avant de la lui lancer, ça n'a effectivement aucun sens. C'est une excellente métaphore. Surtout qu'à cette surcharge-là, s'ajoute un autre frein qui est beaucoup plus émotionnel puis viscéral, la peur du jugement. Oui, le fameux stigmate. Ça explique la non-demande. La honte, dans le fond. Totalement. Le poids de la stigmatisation est écrasant. Les gens ont une peur viscérale d'être étiquetés comme des profiteurs du système. À cause des discours dont on parlait au début. Voilà, de nombreuses personnes préfèrent préserver une façade d'autonomie financière, garder la tête haute, plutôt que de subir l'humiliation associée à la figure du pauvre. Devoir raconter ses échecs à un intervenant inconnu, c'est une barrière psychologique immense. C'est bouleversant de réaliser que, la fierté peut littéralement coûter la santé. Oui, Mais mettons que la personne ravale sa fierté. Elle trouve l'information, elle passe par-dessus la honte, puis elle se présente au comptoir. Mais c'est là qu'elle frappe le troisième mur, la machinerie administrative. le fameux parcours du combattant. Ce que le milieu appelle le burn-out administratif. Parce que même quand un citoyen réclame ses droits, il se heurte à un système conçu pour vérifier puis contrôler plutôt que pour aider. C'est bien ça? C'est en plein ça, la charge de la preuve repose entièrement sur les épaules de l'individu. Et on voit des exemples dans les sources qui frôlent l'illégalité, honnêtement. Oh oui, des pratiques institutionnelles abusives. Comme des centres d'action sociale qui exigent d'un étudiant en difficulté jusqu'à 6 mois d'extrait de compte bancaire pour prouver sa pauvreté. C'est énorme! C'est fou! Ça transforme une simple demande d'aide en enquête policière. Puis chaque document manquant, c'est une occasion d'abandonner. Le meilleur exemple, ou pire, selon comment on le voit, c'est celui de la prime pour le loyer en Flandre. Ah oui, cette histoire-là est foudroyante. Vas-y, explique-nous ça. C'est une aide destinée à un public qui est déjà identifié. Donc, des gens qui sont sur une liste d'attente pour un logement social depuis 4 ans. Fait que le gouvernement sait exactement qui ils sont. Ils sont dans le système. Exact. Les autorités ont même envoyé un courrier proactif pour les informer. Bonne nouvelle, hein? Sauf que l'aide n'est pas automatique. Le simple fait d'exiger que la personne remplisse un formulaire puis le renvoie, devine quoi? Ça a généré un taux de non-recours de 46 %. Voyons donc. Près de la moitié des gens n'ont pas eu l'aide juste à cause d'un formulaire. La moindre friction administrative est un filtre d'exclusion. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On présente toujours la numérisation, le e-gouvernement, comme une autoroute rapide vers l'efficacité. Ah, la technologie salvatrice. Ouais. Mais pour une personne vulnérable, cette autoroute-là n'a pas de bretelle d'accès. C'est un mur de briques invisible, puis ironiquement, la technologie aggrave le problème. C'est super bien dit. Si on regarde l'ensemble, l'informatisation a été pensée pour rationaliser le travail de l'État, pour faire des économies au gouvernement. Pas pour les citoyens, donc. Non, ça n'a pas été conçu pour améliorer le service à l'allocataire. Puis le piège de la dématérialisation, c'est qu'avec la fermeture des guichets physiques, on crée une exclusion massive pour les victimes d'illectronisme. Les gens qui sont pas à l'aise avec les ordis. Voilà, les formulaires 100% en ligne éliminent l'espace de relations humaines qui permettait avant de prévenir les erreurs. Un employé au guichet pouvait dire « Ah, vous avez oublié cette case », l'ordinateur, lui, rejette juste ta demande. Ça pardonne pas. Non. Et si tu rentres pas parfaitement dans les petites cases carrées du code informatique, mettons que tu as une situation familiale complexe, tu disparais carrément du système. C'est décourageant. Alors, avec tout ça, ayant diagnostiqué la maladie, une administration de suspicion puis des barrières technologiques, comment on guérit le système? Faut un changement de cap radical. Il faut passer d'un citoyen qui doit constamment prouver sa misère à un État qui garantit proactivement la protection. Et la première solution avancée, c'est le principe du « only once ». Oui, la collecte unique des données. Comment ça marche concrètement? L'administration doit utiliser les informations qu'elle possède déjà sur vous via des trucs comme la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, sans jamais vous les redemander. Fait que si les impôts savent que je suis pauvre, l'aide sociale devrait le savoir automatiquement. Exactement. Et à partir de là, on peut introduire différents degrés d'automatisation. OK, comme quoi? Ça va de l'information proactive, genre on vous contacte directement pour vous dire que vous avez droit à quelque chose, jusqu'à l'ouverture automatique du droit. L'argent apparaît sur votre compte, point. Et le plus beau, c'est qu'on a la preuve que ça fonctionne. L'automatisation du tarif social pour l'énergie en Belgique a permis d'atteindre 94 % de couverture. C'est un succès massif. Ça prouve que des taux de recours presque totaux sont possibles quand la volonté politique est là. Absolument. Mais là, alors,
qu'est-ce que tout cela signifie au final? Devons-nous simplement brancher tous nos services sociaux sur pilote automatique puis laisser les algorithmes distribuer l'aide à tout le monde? Bien, si l'on relie cela à la situation globale, c'est là qu'il faut amener une nuance cruciale. Je t'écoute? L'algorithme, c'est un outil super puissant pour éliminer la paperasse. Mais il peut pas et il doit pas remplacer le jugement humain. Parce qu'il y aura toujours des exceptions. Exact. L'automatisation aveugle comporte un risque immense, celui d'exclure ceux dont les vies fragmentées génèrent pas les bonnes traces numériques. Ah oui, les gens qui tombent entre les mailles du filet digital. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un impératif absolu de maintenir un accompagnement humain. Il faut garder des guichets physiques, des travailleurs sociaux en chair et en os en complément de l'automatisation. Pour gérer des cas complexes. Oui, et pour redonner confiance. Il faut une administration basée sur la confiance et non sur le soupçon de fraude. C'est super clair. Au final, en résumé, pour ceux qui nous écoutent, ce qu'on retient de cette analyse, c'est que le non-recours aux droits sociaux, c'est pas une fatalité technique. Non, pas en tout. C'est pas non plus un choix libre de l'individu, c'est vraiment un choix politique puis une caractéristique structurelle de la façon dont nos systèmes d'aide sont bâtis. Tout à fait. L'opacité, la honte et les barrières numériques, ça coûte littéralement la santé et le toit de milliers de personnes. C'est le vrai coût de l'inaction. Puis, pour clore notre discussion sur une note peut-être un peu différente, il y a une réflexion vertigineuse qui me vient en tête quand on parle d'automatiser tout ça. Vas-y, je suis curieuse. Bien, si la solution passe par le croisement massif et automatisé de toutes les données personnelles des citoyens, nos impôts, notre statut marital, nos factures, pour nous attribuer des aides sans qu'on le demande, jusqu'où une société est-elle prête à aller? Ouf, ouais. Le fameux dilemme de la vie privée. Exactement. Jusqu'où on est prêt à sacrifier la confidentialité absolue de notre vie privée sur l'autel de la justice sociale puis de l'efficacité administrative. C'est un équilibre super délicat entre une protection sociale maximale et, au fond, une hyper-surveillance de l'État. C'est une question fondamentale pour l'avenir de nos démocraties, ça, c'est sûr. C'est clair. Et c'est là-dessus qu'on va laisser les gens réfléchir aujourd'hui. Bienvenue à The Debate, notre espace d'échange intellectuel où on explore de multiples perspectives pour approfondir notre compréhension des enjeux complexes de notre société. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, imaginez que vous construisez un hôpital vraiment à la fine pointe de la technologie, pensé pour sauver des vies avec les meilleurs médecins, les meilleurs équipements. Ouais. Mais, pour une raison complètement obscure, vous décidez de cacher l'entrée principale tout au fond d'un labyrinthe sombre, sans la moindre indication. C'est un peu absurde, là. Exactement. Ceux qui ont le plus besoin de soins n'arrivent tout simplement jamais à la porte. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe présentement avec notre système de sécurité sociale. Surtout avec les cas qu'on étudie aujourd'hui en Belgique. Ouais, on plonge vraiment au cœur d'un phénomène massif aujourd'hui. C'est silencieux, mais c'est destructeur. Le non-recours aux droits sociaux, particulièrement à Bruxelles et en Wallonie. Puis l'ampleur de ce phénomène-là, ça donne le vertige. Tu sais, on parle pas de quelques dossiers égarés dans un tiroir. Non, non. On parle de milliards d'euros de ce qu'on appelle dans le milieu des droits fantômes. C'est des aides financières concrètes qui sont budgétées, mais qui n'atteignent jamais les personnes vulnérables à qui elles sont destinées. C'est fou quand on y en passe. Ce filet de sécurité théorique-là, c'est devenu dans les faits une véritable bombe à retardement social. Totalement. Fait que la question centrale qui va animer notre débat aujourd'hui, c'est ça. Cet échec monumental de la protection sociale, est-ce que c'est fondamentalement un problème technique? Genre une erreur d'architecture qui nécessite une automatisation radicale du système? Ou bien, Voilà, est-ce que c'est un problème foncièrement humain qui exige un retour impératif à un accompagnement social, relationnel, de proximité? Moi, en tout cas, je soutiens que le non-recours, c'est une faille systémique pure. ah oui, Oui. C'est le fardeau de la preuve qui est mal placé, tu sais. La solution passe inévitablement par l'automatisation intégrale, l'interopérabilité des bases de données, puis l'application stricte du principe de collecte unique, le fameux « only once ben, tu t'en doutes, moi, je défends la perspective opposée. Je soutiens que la numérisation à marche forcée de l'administration, ça fait juste exacerber l'exclusion. La vraie solution pour ne pas perdre définitivement les plus fragiles, c'est le maintien absolu des guichets physiques. OK, je vois.
puis d'un accompagnement humain qui est capable de comprendre la complexité d'un parcours de vie. Bien, mettons les choses en contexte avec quelques chiffres d'abord, parce qu'il faut vraiment regarder la mécanique interne de notre État-providence pour comprendre l'urgence, là. Vas-y. Les statistiques sont accablantes. On parle de près de 45 de non-recours pour le revenu d'intégration sociale, le fameux RIS. Ouais, c'est énorme. C'est presque la moitié des personnes qui ont droit qui ne le touchent pas. Pour la GAEPA, la garantie de revenu aux personnes âgées, c'est un ayant droit sur 2 qui passe entre les mailles du filet. 1 sur 2. Pour des personnes âgées, tu sais. Exact. Et pour l'allocation de chauffage, écoute bien, ça grime jusqu'à 80 C'est ahurissant. Mon argument de départ, c'est que ce système-là, il n'est pas cassé par accident. Tu penses que c'est volontaire? Ben, il fonctionne ni plus ni moins comme une rationalisation budgétaire furtive. On va se le dire, si 100 des citoyens réclamaient leurs droits demain matin, l'État ferait face à une crise financière colossale. La complexité administrative agit comme un filtre pour faire des économies sur le dos des plus pauvres. C'est une vision assez cynique, mais je comprends. Mais c'est la réalité. On exige de personnes qui sont en mode survie de naviguer dans une bureaucratie byzantine. L'État doit passer d'une logique de guichet, où le citoyen doit quémander, à une logique de flux, où l'État octroie automatiquement le droit. Les données sont déjà là dans les serveurs de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Cook, je t'accorde que ces chiffres-là représentent une urgence nationale, c'est indéniable. Mais là où le bas blesse dans ton raisonnement, c'est dans cette foi aveugle envers la solution technologique. Ben, aveugle, c'est un grand mot, là. Laisse-moi t'expliquer. Ce que tu appelles la modernisation de l'État, c'est en réalité fortement imprégné de ce qu'on nomme le New Public Management. Pour vulgariser, c'est l'idée d'appliquer des méthodes de gestion du secteur privé au secteur public. Ouais, des indicateurs de performance, tout ça. Exactement. Des quotas, une rentabilité extrême. Et cette dématérialisation effrénée, c'est précisément le nouveau moteur de l'exclusion. Prends l'ordonnance Bruxelles numérique, par exemple, qui veut imposer le tout digital aux administrations d'ici 2029. C'est une bonne chose, non? Ça accélère les processus? Pas du tout. C'est une mesure profondément délétère quand on sait que près de 30 de la population bruxelloise souffre d'électronisme. 30 Ouais. Ça veut dire qu'ils n'ont ni le matériel informatique adéquat, ni les compétences pour s'en servir. Toi, tu veux remplacer un guichet intimidant par un algorithme aveugle. Or, un formulaire en ligne, ça ne voit pas la détresse. C'est vrai que ça ne voit pas la détresse, mais... Ça fait juste appliquer des règles rigides, qui finissent par rejeter une demande vitale juste parce qu'une case a été mal cochée. OK, arrêtons-nous là-dessus une seconde. Parce que on doit d'abord s'accorder sur la nature même de la précarité qu'on essaie de combattre. Entrons dans la première phase de notre réflexion, là, le constat de pauvreté. Je t'écoute. La pauvreté, avant d'être un manque de compétences numériques ou un sentiment d'intimidation, c'est d'abord et avant tout un manque d'argent. C'est financier. Et le non-recours aggrave drastiquement cette précarité pécuniaire. C'est sûr que l'argent est au centre. Regardons l'étude menée par l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, sur la précarité étudiante. Les données démontrent que sur l'ensemble des étudiants qui déclarent des fins de mois très difficiles, il y a à peine 17,9 d'entre eux qui bénéficient effectivement d'une aide du Centre public d'action sociale, le fameux CPAS. C'est très bas. Pourquoi un taux si bas? Les mécanismes sociologiques montrent que c'est très souvent par ignorance totale. Ils se disent que l'aide, c'est pour les autres ou ils savent même pas qu'ils sont éligibles. Si un étudiant ne peut pas payer son épicerie, il ne peut pas étudier. Le manque d'argent, c'est le point de bascule. Et l'information automatisée, genre un simple texto de l'État disant « Vous avez droit à 500 € ce mois-ci, cliquez ici pour confirmer », ça réglerait le problème à la source. Le problème avec cette vision très transactionnelle de la pauvreté, c'est que la pauvreté, ça ne surgit pas de nulle part comme un simple découvert bancaire à la fin du mois. Comment ça? Bien, s'installe de manière insidieuse lors de ce que les sociologues appellent des ruptures de statut. Concrètement, c'est quoi? C'est la perte soudaine d'un emploi. C'est un passage à la retraite mal calculé. Oui, des chocs de vie. Ou une séparation conjugale violente, c'est à ces moments précis d'instabilité chaotique que les individus sortent littéralement des radars sociaux. Et cette précarité financière, elle vient jamais seule. Elle s'accompagne d'un immense fardeau psychologique.
L'aspect santé mentale, ouais. Il y a une véritable fatigue mentale qui s'installe, tu sais. Une honte sociale, l'humiliation institutionnelle de devoir s'asseoir face à un fonctionnaire ou pire, face à un écran vide et de devoir prouver sa propre misère. C'est lourd. Devoir rassembler des piles de justificatifs de revenus, d'extraits de compte, de factures impayées, c'est épuisant. Une personne en état de choc émotionnel suite à un divorce, puis une perte d'emploi, elle va pas soudainement se connecter sereinement à un portail gouvernemental avec son lecteur de carte d'identité pour réclamer son dû. Elle se replie sur elle-même. C'est ça la réalité de la pauvreté. Je comprends parfaitement l'attrait de mettre l'accent sur l'aspect psychologique puis la honte, c'est super valide, mais ça renforce justement mon point sur la bureaucratie, ce qui nous amène à notre deuxième phase, notre vision de la machine administrative. Vas-y, explique-moi. Si l'humiliation vient du fait de devoir prouver sa misère, bien, retirons cette étape-là. Parlons de la loi Only Ones qui a été adoptée en 2014. Le principe est d'une logique implacable. En théorie, oui. L'État a l'interdiction légale de vous demander une information qu'il possède déjà dans l'une de ses propres bases de données. C'est le fameux une seule fois. Exactement. Comment ça devrait fonctionner? Si le ministère des Finances sait, grâce à tes impôts, que tes revenus ont chuté et que le registre national sait que tu es rendu parent célibataire, les systèmes devraient se parler. Ouais. Le droit au statut BIM, par exemple, qui offre une intervention majorée pour réduire drastiquement les frais médicaux, ça devrait s'activer tout seul. Actuellement, les ministères fonctionnent en silo. Leurs bases de données ne se parlent pas. Et ça crée des failles. Ce manque d'interopérabilité-là, ça agit comme un outil de sélection darwinien furtif. Ça élimine les personnes les moins outillées pour naviguer dans le système. L'automatisation n'est pas là pour enlever l'humain, elle est là pour assumer la charge mentale à la place du citoyen affaibli. J'entends la théorie du only once, puis c'est beau sur papier. Mais en pratique, moi, je l'aborde d'une manière différente. C'est exactement ce que la littérature appelle une rebureaucratisation numérique. Une rebureaucratisation? Ouais. Tu crois simplifier le parcours, mais tu ériges ce qu'on appelle un mur de verre. Laisse-moi t'expliquer comment ces bases de données-là échouent lamentablement sur le terrain. Les systèmes informatiques de l'État, c'est des mastodontes archaïques. C'est sûr que la mise à jour des systèmes est lente. Un simple retard technique, une mise à jour asynchrone entre l'ordinateur de ta mutuelle puis celui du service de chômage, ou juste un léger décalage dans le croisement des données, puis la machine panique. Et elle bloque le dossier? Exactement. Elle interprète cette anomalie-là non pas comme un bug informatique, mais comme une suspicion de fraude. Soudainement, difficulté temporaire de la vie est transformée par la machine en une inéligibilité juridique stricte et irréversible. Je vois le risque, oui. Si on reprend ton analogie de l'hôpital du début, là, l'automatisation, elle abat pas les murs du labyrinthe. Elle fait juste téléporter certains patients à l'intérieur de manière aléatoire, pendant que les autres restent bloqués dehors, le nez collé sur une porte numérique verrouillée, sans personne à qui parler. C'est une image forte. Et le pire, c'est l'impact sur les travailleurs sociaux. Avec le New Public Management, on exige des assistants sociaux du CPAS qu'ils deviennent de simples encodeurs de données. On chronomètre leurs dossiers. Ouais, la pression du chiffre. On leur demande de remplir des cases de conformité plutôt que d'écouter la détresse des gens. On tarit la source même de l'empathie institutionnelle. C'est une critique valide sur les ratés informatiques, je te l'accorde. Mais on ne devrait pas laisser la perfection devenir l'ennemi du bien, tu sais. Si un algorithme peut identifier et aider de façon proactive 80 des pauvres invisibles, c'est pas infiniment préférable au statu quo. C'est un gros si. Regarde ce qui se fait à l'international. L'Estonie a bâti un État où la proactivité numérique, c'est la norme. En Écosse, avec le Scottish Child Payment, le gouvernement utilise les données fiscales existantes pour repérer activement les familles à faible revenu. Et ils versent automatiquement l'argent? Oui. Ils leur versent automatiquement une allocation pour chaque enfant sans qu'ils aient à remplir des formulaires interminables. Pourquoi on devrait tolérer l'attente incertaine de travailleurs sociaux en Belgique qui sont de toute façon déjà complètement débordés par les crises successives, puis qui doivent tenter de repérer ces personnes une à une? La technologie, ça permet de traiter la masse. La technologie pour octroyer un droit, oui, ça je te le concède. Si l'algorithme ouvre une porte et donne de l'argent, c'est un outil redoutable. Bon, on s'entend là-dessus. Mais attention! Là où je trace une ligne rouge infranchissable, c'est sur la perte de ces droits-là. Ah. Une vérification humaine doit demeurer obligatoirement requise avant toute radiation, suspension ou diminution d'une allocation. C'est fondamental. Je comprends.
Si on laisse l'algorithme couper les vivres parce qu'une donnée a changé de statut sans contexte, on précipite des familles entières dans le vide en une fraction de seconde sans aucun préavis compréhensible. Le digital par défaut doit jamais devenir de l'exclusion par défaut. C'est un bon point. Un système informatique, ça ne peut pas entendre une mère de famille expliquer que son adresse a changé de façon abrupte parce qu'elle a dû fuir des violences conjugales en pleine nuit. Le système va juste voir un changement d'adresse non conforme, une incohérence dans le registre national, puis il va couper le revenu d'intégration sociale net. Ouf, ouais. Sans intervention humaine préalable, la machine est d'une violence inouïe. Je vois très bien le risque de la coupure automatisée et je suis prête à admettre que l'intervention humaine garde sa pertinence stricte dans la gestion des anomalies et des radiations. C'est un garde-fou nécessaire, clairement. Fait qu'on est d'accord sur les limites de la machine. Oui. Mais ça nous pousse naturellement vers notre troisième et dernière phase du débat, les solutions concrètes pour réformer ce système-là de fond en comble. Au-delà des algorithmes de paiement, il faut des changements structurels profonds dans la façon dont on calcule l'aide. Par exemple. Présentement, beaucoup d'aides sociales sont basées sur des statuts rigides. T'es étudiant, t'es chômeur, isolé, cohabitant. Or, dans la vraie vie, ces statuts-là fluctuent constamment. Tu trouves un petit contrat d'1 mois, tu perds ton statut, tes droits s'effondrent. C'est ça qui crée les ruptures dont je parlais. Exactement. La solution, c'est de faire pivoter tout le système pour accorder les aides en fonction des revenus réels et des besoins, peu importe l'étiquette administrative. Il faut s'inspirer d'outils comme le modèle REDI, qui est actuellement exploré en Flandre. Le REDI, ouais. Ça utilise ce qu'on appelle des budgets de référence. Au lieu de donner un montant forfaitaire arbitraire, on calcule exactement ce dont un ménage spécifique a besoin pour vivre dignement, en fonction de son loyer réel, du coût de la vie locale, de ses charges de santé. C'est beaucoup plus précis. On ajuste l'aide à la réalité financière, puis on systématise les flux d'informations proactifs pour que ce budget s'ajuste en temps réel. L'État doit être un acteur proactif, pas un juge réactif. Écoute, le calcul basé sur les revenus réels puis les budgets de référence, c'est certainement un pas dans la bonne direction. Mais je n'adhère pas du tout à l'idée que le salut va venir uniquement de l'ajustement savant des bases de données de l'État. Quoi d'autre alors, Russe? La vraie réponse, les solutions qui sauvent des vies présentement, elles s'ancrent dans la boue de la réalité du terrain. Il faut investir massivement dans ce qu'on appelle l'approche aller vers, le fameux outreach. OK, aller sur le terrain. Il faut sortir des bureaux du CEPAS. Prendre des initiatives exemplaires qui sont documentées dans nos sources, comme le projet Stet Bascule en Flandre ou les actions mobiles du CEPAS de Saint-Gilles. Oui, j'ai vu ça. Des travailleurs sociaux vont physiquement à la rencontre des gens dans les quartiers, dans les centres communautaires, là où la confiance peut se tisser. Ensuite, il est absolument impératif de maintenir des guichets physiques accessibles sans rendez-vous numérique préalable. C'est un peu un retour en arrière, non? Non, c'est vital. Si tu exiges qu'un itinérant prenne rendez-vous en ligne pour voir un assistant social, tu l'as déjà perdu. Il faut aussi imposer le Clear Language, un langage clair et vulgarisé dans toute la communication administrative, pour que les courriers de l'État cessent de ressembler à des menaces juridiques indéchiffrables. C'est noble, mais comment tu peux appliquer ces approches super personnalisées là, à l'échelle d'un pays entier? En finançant adéquatement des programmes d'accompagnement global qui ont fait leurs preuves. Regarde le programme Myriam. C'est un dispositif qui soutient de façon intensive les mères isolées en situation de grande précarité. Ça consiste pas juste à leur faire un chèque à la fin du mois. Pendant 1 an, une intervenante travaille avec la mère sur tous les fronts. La restauration de la confiance en soi, la recherche d'un logement salubre, les solutions de garde d'enfants, l'accès aux soins de santé mentale, tout est lié. C'est un bel encadrement. Regarde aussi les dispositifs de l'article 60, où le CPA agit littéralement comme un employeur d'insertion. Le centre social engage la personne précaire le temps exact nécessaire pour qu'elle puisse se rouvrir des droits réguliers au chômage et à la sécurité sociale. L'article 60, oui. Ça, c'est utiliser la loi de façon créative pour réinsérer l'humain. C'est du cousu humain, de la dentelle sociale, tu sais, pas du prêt-à-porter algorithmique produit à la chaîne. Ce cousu-main-là, il est humainement irréprochable. Puis les exemples comme Myriam ou l'article 60, c'est brillant. Mais soyons lucides sur les mathématiques de la chose, là. C'est tout simplement pas à l'échelle du problème macroéconomique. C'est une question de priorité. On parle de millions de personnes qui flirtent avec le seuil de pauvreté en Belgique. Tu peux pas faire de la dentelle sociale pour 2 millions de citoyens quand les finances publiques sont sous une pression écrasante puis que les CPA crient famine.
Mais l'automatisation ne réglera pas tout. C'est précisément pour ça que je maintiens mon approche. Pour mettre fin à cette dépossession systémique-là, l'État social doit assumer la charge de la preuve par la technologie. Puis, voici l'ironie, l'automatisation, c'est pas l'ennemi du travail social, c'est son seul espoir de survie. Comment ça? En automatisant l'écrasante majorité des cas simples, l'étudiant fauché, le retraité sous le seuil de pauvreté dont les dossiers sont clairs, on libère enfin le temps précieux des assistants sociaux. Ah, le fameux temps libéré. Oui, ils vont pouvoir arrêter de faire de la saisie de données pour se concentrer uniquement sur les cas complexes, sur l'accompagnement lourd, sur les fameux programmes comme Myriam. L'automatisation, c'est la condition préalable pour sauver le travail social relationnel. Et c'est là que je formule ma mise en garde la plus sévère par rapport à ton argument. L'idée que la technologie va libérer du temps pour le travail qualitatif, c'est le grand mythe des réformes administratives. Un mythe. L'histoire nous montre que cette promesse-là est systématiquement trahie. Ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque l'informatique libère des heures, les politiciens réinvestissent pas ce temps-là dans le programme Myriam. Ils font des coupes. Ils coupent simplement les postes libérés lors du cycle budgétaire suivant, au nom de l'efficacité. On réduit les effectifs. L'efficacité technologique remplacera jamais la nécessité intrinsèque d'un filet de sécurité incarné. Je comprends ta crainte. C'est ce lien direct d'humain à humain qui est indispensable pour restaurer la dignité des personnes qui ont été brutalisées par le système. Si on sacrifie le contact humain sur l'autel de l'efficacité numérique, on perd l'essence même de ce que veut dire le mot « social » dans « sécurité sociale ». C'est fascinant de voir à quel point nos perspectives divergent sur les mécanismes de résolution tout en partant de la même urgence. Ouais, on veut le même résultat au final. Exact. Puis en t'écoutant, je constate qu'on converge de manière indéniable sur un point fondamental. La bureaucratie actuelle agit comme un amplificateur d'inégalité qui est insoutenable. Elle punit la complexité de la vie au lieu de la soutenir. Absolument. Le fait que l'opacité du système serve de frein budgétaire pour empêcher les gens d'accéder à leurs droits, c'est une aberration. On est d'accord pour dire que le statu quo est mortel, puis que la simplification radicale des règles d'octroi, c'est pas un concept abstrait, c'est une urgence vitale. Tout à fait. La lourdeur administrative qu'on subit présentement, c'est pas un simple désagrément pour le citoyen, c'est une barrière institutionnelle active qui empêche l'exercice d'un droit humain fondamental. On doit cesser, collectivement, de présumer que le demandeur d'aide est un fraudeur potentiel qu'il faut filtrer. Il doit être considéré d'abord et avant tout comme un ayant droit légitime. C'est un changement de posture institutionnelle majeur. Oui, complètement. Ou par l'intervention sur le terrain, les vies changent immédiatement. Et ça nous ramène à notre réflexion de départ, tu sais. L'État-providence de demain va inévitablement devoir prouver un équilibre délicat entre l'efficacité chirurgicale du numérique puis la chaleur vitale du contact humain. Le fameux hôpital de ton intro. Voilà. Il s'agit de repenser l'architecture de notre hôpital. On a impérativement besoin de la technologie de pointe pour traiter les flux de données rapidement. C'est une certitude pour que le système survive financièrement. Mais on a besoin de monde à la porte. Exactement. On a tout autant besoin de quelqu'un en chair et en os planté devant le labyrinthe administratif pour prendre la main du citoyen, le regarder dans les yeux et lui dire « Vous avez le droit d'entrer, votre place est ici, puis je vais vous montrer le chemin. » C'est une belle conclusion. Sur ce, on vous invite à continuer la réflexion sur la forme que doit prendre notre solidarité institutionnelle dans ce monde en transition. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat. Merci tout le monde. C'est quand même fou quand on y pense. En ce moment même, il y a entre 2 et 5 milliards d'euros de ce qu'on pourrait appeler des droits fantômes qui flottent au-dessus de la Belgique. C'est un chiffre astronomique, oui. Ben oui, cet argent-là, il existe pour de vrai. Il est voté, il est budgétisé, puis il est spécifiquement destiné aux aides sociales pour soutenir les gens qui en ont le plus besoin. Mais le problème, c'est que l'argent ne se rend pas. Exactement. Il n'est jamais réclamé. Il s'évapore littéralement dans les laines de l'administration. C'est un chiffre colossal qui donne le vertige quand tu t'arrêtes pour y penser. C'est effectivement un phénomène massif. Dans le jargon des politiques publiques, c'est ce qu'on appelle le non-recours aux droits sociaux, ou le non-take-up, si on utilise des termes anglophones. OK. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser qu'il s'agit d'une simple anomalie statistique, genre un petit pourcentage de dossiers qui se perdent dans la paperasse. Comme une erreur de parcours, mettons. C'est ça. Mais en réalité, quand on plonge dans nos sources d'aujourd'hui,
on réalise de manière assez accablante qu'il s'agit d'une faille systémique majeure du modèle de l'État-providence. OK. Décortiquons ça, parce que c'est vraiment le cœur de notre exploration approfondie. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi un filet de sécurité qui a été spécifiquement cousu pour attraper les gens avant qu'ils tombent, il finit par laisser passer autant de monde à travers ses mailles. C'est une excellente métaphore. Oui, on va examiner la réalité de la pauvreté sur le terrain avec des fractures régionales qui sont frappantes, puis on va surtout regarder comment la technologie, croisée avec le facteur humain, tente de réparer cette mécanique-là qui est complètement brisée. Exactement. Et pour bien se représenter la complexité de cette mécanique, il suffit d'imaginer dans sa tête un immense réseau de câbles lumineux, comme l'espèce de carte météo géante de données numériques qui clignotent en permanence. Ça a l'air un peu de la science-fiction, ton affaire. Un peu, ouais, c'est un peu ça. La Banque Carrefour de la Sécurité sociale en Belgique, c'est un labyrinthe administratif tentaculaire où circulent des millions de données, mais où l'information cruciale peine cruellement à trouver son chemin jusqu'aux citoyens qui en ont vitalement besoin. C'est une image tellement puissante. Surtout que, tu sais, même si on parle de politique belge aujourd'hui, la mécanique de la bureaucratie, elle est universelle. Ah, ça, c'est clair. Tout le monde peut s'y reconnaître. Fait que quiconque a déjà passé genre 3 heures en attente au téléphone avec un ministère public ou a vu son dossier refusé juste pour une case mal cochée peut comprendre cette fatigue mentale-là. La fameuse fatigue administrative, oui. Voilà. Alors, imaginons vivre cette frustration-là quand notre survie financière en dépend. Parce que pour comprendre l'urgence de réparer ce réseau, il faut vraiment regarder les vrais chiffres de la précarité. Et ces chiffres-là, ils font mal. Oui. Le baromètre social 2023 révèle une fracture régionale abyssale. On parle d'un taux de risque de pauvreté de 8 % en Flandre. 8 % oui. Ça grimpe à 18 % en Wallonie. Déjà, c'est un saut énorme. Et à Bruxelles, ça culmine un taux alarmant de 30 %. Presque un tiers de la population bruxelloise. C'est immense. Et ce risque de pauvreté... faut vraiment comprendre comment la statistique le calcule, parce que c'est là que le bas blesse. Comment ça fonctionne exactement? L'indicateur officiel se base sur un seuil monétaire national. Pour une personne isolée, ce seuil est fixé à 1 366 € par mois. OK. Fait que si tu gagnes moins que ça, t'es considéré pauvre. C'est ça. Si le revenu est en dessous, la personne est considérée à risque. Mais ce chiffre, c'est une moyenne qui masque une réalité urbaine beaucoup plus sombre. Et c'est là que l'illusion statistique éclate, tu sais. Parce qu'à Bruxelles, avec la crise du logement, les loyers qui explosent, puis l'inflation sur l'épicerie et l'énergie, 1 366 €, c'est tout simplement pas suffisant pour survivre. Non, clairement pas. Les sources parlent de ce qu'on appelle le budget de référence. Pour clarifier pour tout le monde, c'est pas juste un chiffre lancé en l'air par quelqu'un. Ce sont des grilles d'évaluation budgétaire très strictes. Les fameuses grilles remis ou rédits. Exact. Que les travailleurs sociaux utilisent pour évaluer ce qu'il faut réellement pour vivre dignement. Tu sais, avoir un logement salubre, une alimentation saine, pouvoir se soigner de base. Les besoins fondamentaux, quoi. Oui, et puis à Bruxelles, ce budget de référence vital, il est de 1 627 €. Ça veut dire qu'il y a un déficit, un trou noir financier de 261 € chaque mois pour quelqu'un qui est pourtant considéré par l'État comme étant juste au seuil de la pauvreté. C'est la définition même d'une sous-protection chronique, ça. Le coût de la vie effectif sur le terrain écrase complètement le niveau de vie théorique calculé dans les bureaux gouvernementaux. Au fond, ce seuil de pauvreté officielle, c'est comme un vieux thermomètre cassé accroché dans le salon d'une maison. J'aime bien l'analogie. C'est ça. Il indique constamment qu'il fait 20 degrés, qu'il fait beau puis chaud, alors qu'en réalité, les fenêtres sont brisées puis gèlent à pierre fendre à l'intérieur. Ouais, la perception est complètement déconnectée de la réalité. Fait qu'on gère des politiques publiques avec un instrument qui capte plus du tout la température réelle. Et quand la boussole est brisée à ce point-là, ça se répercute directement dans les urnes et dans le débat public. Oui, inévitablement. Si on s'entend pas sur qui est pauvre, on vote pas de la même manière. C'est un paradoxe fascinant qu'une étude de la KO Leuven a récemment mis en lumière. Absolument. L'étude de la KO Leuven met le doigt sur un phénomène électoral très particulier et ils le font vraiment sans prendre parti en élisant purement les données. C'est important de le préciser, on reste neutre là-dedans, là. Tout à fait, et les chercheurs utilisent l'image du village gaulois pour décrire la Wallonie, parce qu'elle résiste de manière assez unique en Europe à la percée électorale de l'extrême droite, contrairement à la Flandre. Et ça s'explique comment dans l'étude?
Quand on regarde les motivations de vote, on voit deux mondes. En Flandre, le discours public et le vote sont massivement axés sur la question migratoire. OK. Mais en Wallonie, le vote est presque entièrement dicté par des préoccupations socio-économiques. Le pouvoir d'achat, l'emploi, les services publics, le tout porté par une forte identité de classe qui remonte vraiment à l'ère industrielle. Fait que ce sont deux diagnostics politiques complètement différents d'une même crise. C'est exactement ça. Mais là où l'étude devient vraiment révélatrice, c'est lorsqu'elle sonde les valeurs profondes des citoyens en dehors du contexte électoral immédiat. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ben, les attitudes envers l'État-providence, l'égalitarisme et l'idée même de redistribuer les richesses pour aider les plus démunis sont remarquablement similaires des deux côtés de la frontière linguistique. Ah ouais? C'est surprenant, ça. Oui, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, le filet sécurité sociale reste une valeur fondamentalement chérie et partagée par la population. Et c'est là que ça devient d'autant plus tragique. Si tout le monde, idéologiquement, soutient fermement l'idée d'un filet de sécurité, comment ça se fait que près d'un ayant droit sur deux ne perçoit pas le revenu d'intégration, le fameux RIS? C'est la grande question. Ou que la moitié des personnes âgées très vulnérables ne reçoivent pas la garantie de revenu aux personnes âgées, la GRAPA. Pourquoi ce filet-là a des trous aussi énormes? Ce qui est fascinant ici, c'est de regarder la mécanique psychologique et administrative de cette exclusion. Le non-recours, c'est pas juste un accident, tu sais. C'est un véritable parcours du combattant jalonné de 4 obstacles majeurs. OK, allons-y avec le premier. Le premier, et le plus vaste, c'est simplement la non-connaissance, l'ignorance pure et simple. Genre, les gens savent même pas que l'aide existe? Exactement. Le système d'aide belge est d'une complexité paramétrique redoutable. Si tu ne sais pas qu'une aide spécifique pour le chauffage ou pour la santé existe, ben tu ne les demandes pas. Fait que c'est le premier filtre invisible. C'est logique, on peut pas demander ce qu'on connaît pas. Voilà. Ensuite, il y a la deuxième catégorie. Ceux qui savent que l'aide existe, mais qui s'arrêtent net. Pourquoi ils font ça? C'est ce qu'on nomme la non-demande. Le droit est connu, mais l'individu y renonce volontairement. C'est souvent profondément lié à la stigmatisation. Ah, la peur du jugement. Ouais, il y a la honte de devoir quêter de l'aide au gouvernement ou la peur panique des contrôles intrusifs qui viennent fouiller dans ta vie privée. La procédure est perçue comme un fardeau tellement lourd et humiliant qu'on préfère serrer les dents. Et abandonner avant même de remplir la première ligne du formulaire. Ben, Ça disparaît. Tellement. Et pour ceux qui ravalent cette fierté-là, qui font la démarche, on arrive au troisième obstacle, qui est probablement le plus frustrant. Lesquels? Le non-accès. OK, ça c'est quand tu as le droit, tu fais la demande, puis ça bloque. C'est en plein ça. La demande est faite, la personne a droit à l'aide sur papier, mais la machine administrative s'enraye. Genre le site web plante. Le site web plante, on te demande un document fiscal d'il y a 3 ans que tu n'arrives pas à trouver, les délais d'attente s'étirent sur des mois et des mois. L'institution elle-même, par sa propre lourdeur, fait échouer le processus. Exactement. Et enfin, le quatrième visage de ce phénomène, c'est la non-proposition. La non-proposition. Comment ça? C'est ce qui se passe quand les professionnels de première ligne, mettons les travailleurs sociaux dans les hôpitaux, dans les municipalités, sont tellement débordés qu'ils omettent tout simplement de proposer un droit. Ah ouais, la personne est assise juste en face d'eux, mais l'info pense pas. Ouais, parce que les lois changent tellement vite ou ils ont juste pas le temps avec la charge de travail. Ce qui est fou, c'est qu'on a rajouté une couche de difficultés supplémentaires par-dessus ce parcours d'obstacles-là ces dernières années avec la fameuse dématérialisation. Ah, le numérique, oui. C'est un peu le monde à l'envers, tu sais. On exige des démarches en ligne avec des portails de sécurité à double authentification, des lecteurs de cartes d'identité complexes. Le tout pour une population où 40 % des gens manquent de compétences numériques de base. Ben c'est ça. Et la pandémie a accéléré tout ça en fermant les guichets physiques du jour au lendemain. Mais au-delà de l'ordinateur, moi, ça me fait réfléchir à la charge mentale. De quelle façon? Bien, on s'entend que le système exige d'une personne en situation de grande précarité, qui est littéralement en mode survie pour savoir si elle va pouvoir nourrir ses enfants ce soir, d'avoir soudainement la rigueur d'un comptable puis la patience d'un avocat. C'est un contraste absurde. Est-ce qu'on présuppose pas des compétences que le cerveau humain peut tout simplement pas mobiliser dans des moments de crise intense? C'est le cœur du problème. Et les neurosciences nous l'expliquent super bien. La pauvreté réduit drastiquement ce qu'on appelle la bande passante cognitive. OK, explique-moi ça. Quand un être humain est dans une situation d'urgence financière constante, son cerveau bascule en mode survie. C'est ce qu'on appelle la réaction de lutte ou de fuite, le fameux fight or flight. Ouais. Le cortisol inonde le système.
Dans cet état-là, le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la planification à long terme, de l'organisation complexe puis du remplissage de formulaires de 15 pages, il se met littéralement en veilleuse. Juste pour privilégier les urgences immédiates. Exactement. Fait que demander à ces individus-là de naviguer dans une bureaucratie complexe, c'est pas seulement difficile, c'est physiologiquement paradoxal. C'est un éclairage fondamental. Et l'incapacité de franchir ces obstacles déclenche une spirale descendante terrifiante. C'est vraiment un effet boule de neige. Absolument. La sous-protection sociale, c'est jamais statique. T'sais. Imaginons le scénario typique, un événement de vie perturbateur survient, comme une séparation ou la perte d'un petit boulot. Du jour au lendemain, ça bascule. Ouais. Soudainement, à cause d'un changement de statut, dans la base de données, un droit social est suspendu, souvent sans préavis adéquat. Puis là, c'est la panique. La perte de ce maigre revenu-là entraîne immédiatement des retards dans le paiement du loyer. Après quelques mois, c'est l'expulsion. Oh wow! La perte du logement entraîne une détérioration rapide de la santé physique et mentale. Et ultimement, la personne perd son adresse de référence. Fait qu'elle n'existe plus pour le système. À partir de ce moment-là, elle disparaît totalement des statistiques officielles, elle devient invisible. Et les chiffres démontrent que ce sont les populations les plus fragiles qui tombent en premier dans cette spirale-là. Les données de nos sources indiquent que 36 % des personnes âgées à Bruxelles sont à risque et 36 % des enfants le sont également. C'est épouvantable. C'est le passé et l'avenir d'une société qui absorbe le choc de cette violence administrative. Mais c'est ici qu'on touche à un point de friction majeur dans nos sources, c'est la question des priorités politiques et de l'attention médiatique. On s'entend que ça fait référence à la fameuse asymétrie avec la fraude sociale. Oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est un contraste qui frappe l'imagination. Vas-y, explique. D'un côté, on a la fraude sociale, l'argent perçu illégalement qui coûte environ 414 millions d'euros à l'État. C'est beaucoup d'argent, bien sûr. Oui, on ne le nie pas. Et ça déclenche une mobilisation politique massive, des campagnes de sensibilisation, un renforcement des inspecteurs, mais de l'autre côté, l'argent des aides sociales qui n'est pas réclamé par ceux qui y ont droit, ça représente entre 2 et 5 milliards d'euros. C'est 10 fois plus grand. C'est 10 fois plus gros. C'est de l'argent que l'État économise techniquement, sur le dos des plus vulnérables, et pourtant, ça se passe dans un silence quasi total. Cette asymétrie-là, elle est loin d'être neutre. Elle a un effet psychologique dévastateur sur les politiques publiques. Comment ça? En focalisant continuellement un discours sur les 414 millions de fraudes, on encadre mentalement tout le système d'aide sous l'angle de la suspicion. Ah, je vois. L'usager qui franchit la porte d'un service social, il n'est plus vu d'abord comme un citoyen vulnérable à protéger, il est vu comme un fraudeur potentiel qu'il faut filtrer. C'est lourd à porter, ça. Très lourd. Cette culture de la suspicion justifie la multiplication des preuves à fournir, rend les formulaires de plus en plus intrusifs et ça alimente directement l'obstacle de la non-demande qu'on disait tantôt, par peur d'être jugé. Attends un peu. Si le problème fondamental, c'est ce fardeau perpétuel de la preuve qui pèse sur les épaules du citoyen et qui épuise sa bande passante cognitive. Ouais. Mais la solution logique, ce serait d'inverser la charge, non? De retirer ce poids-là du citoyen pour le mettre sur les épaules de l'État. C'est le grand rêve. Et c'est là qu'on revient à notre métaphore des données qui clignotent du début. L'automatisation, c'est la clé. Légalement et techniquement, les fondations pour cette inversion-là existent déjà. Il y a un concept juridique crucial en Belgique, adopté en 2014, qui s'appelle le principe du « only once », une seule fois. OK. Ça consiste en quoi? Ce principe dicte clairement que l'administration publique n'a plus le droit d'exiger d'un citoyen une information qu'elle possède déjà dans ses propres bases de données, comme les revenus fiscaux ou le registre national. En clair, l'État doit faire le facteur entre ses propres ministères. Ne me demandez pas que vous prouvez mon salaire si le ministère des Finances l'a déjà dans ses ordinateurs. Précisément. Et quand on pousse ce principe-là vers une automatisation proactive, les résultats sont phénoménaux. Tu as des exemples concrets? Prenons l'exemple du tarif social pour l'énergie. En croisant les bases de données pour accorder automatiquement ce tarif réduit aux foyers éligibles, on a atteint un taux de recours de 84 %. C'est énorme! Oui. Le nombre de ménages protégés est passé de 256 000 à plus de 390 000 en un temps record. Ça, c'est majeur pour alléger une facture d'électricité en plein hiver. J'ai aussi noté l'exemple de l'intervention majorée, le statut BIM, pour réduire les coûts des soins de santé.
Exact, c'est un autre bon exemple. L'assurance maladie a mis en place des flux proactifs. La machine détecte fiscalement qui gagne en dessous du plafond et leur envoie directement une lettre pour activer le droit, sans attendre que la personne amène une pile de fiches de paie. C'est super efficace. Mais l'exemple le plus spectaculaire, c'est vraiment le modèle flamand pendant la pandémie. Le fameux grouille-paquet. Oui. Lors du premier confinement, le gouvernement flamand a créé un supplément financier d'urgence pour les familles vulnérables. Une bonne initiative à la base. Absolument, mais la première fois, ils ont demandé aux familles de faire la démarche de demande elles-mêmes. En plein chaos de la pandémie, hein? Exact. Le résultat a été catastrophique. Un taux de non-recours frôlant les 90 %. Seulement 12 000 enfants ont été aidés. Ouf, ça c'est dur à entendre. Mais pour le deuxième versement, tirant les leçons de cet échec-là, ils ont basculé le système vers un octroi automatique basé sur les données existantes. Puis qu'est-ce que ça a donné? Le non-recours a fondu presque à zéro et plus de 177 000 enfants ont été soutenus instantanément. Wow! De 12 000 à 177 000 enfants aidés simplement en changeant la tuyauterie informatique. C'est la preuve évidente que la machine peut générer de l'équité. Tout à fait. À Gand aussi, ils ont un projet Automatisch Advise qui a multiplié par 4 le nombre de familles recevant des réductions pour les frais scolaires. Mais là, je dois faire l'avocat du diable 2 secondes. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que l'algorithme va tout régler? Ah, tu vois le piège? Bien, l'automatisation, c'est bien beau sur papier, mais croiser en permanence des bases de données fiscales, médicales et familiales, ça soulève d'immenses questions éthiques puis de vie privée, non? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une sorte de Big Brother social, un état de surveillance juste sous prétexte de nous éviter de remplir un formulaire? Si on relie ça à la situation globale, c'est une objection tout à fait valide et c'est la limite centrale de cette approche. L'automatisation parfaite à 100 %, c'est un mythe dangereux. C'est ça. Précisément à cause de ces enjeux de surveillance, mais aussi parce que la vie humaine, tu sais, ça déteste les cases rigides. Les bases de données gèrent très mal les zones grises. Comme quoi, par exemple? Pensez aux travailleurs à la pige dont les revenus fluctuent de mois en mois, aux gardes partagées d'enfants qui ne sont pas passés par un juge, ou aux colocations par nécessité économique de gens qui ne sont pas en couple. L'algorithme ne sait pas comment lire ça. Un algorithme a besoin de données structurées et stables, ce qui est l'antithèse même de la précarité, qui est, par nature, chaotique. Fait que l'algorithme risque de se tromper, et s'il a le pouvoir d'octroyer un droit, j'imagine qu'il a aussi le pouvoir de le couper. Revenu de survie. Sans qu'aucun humain ait validé la décision. C'est terrifiant. C'est pourquoi les experts s'accordent à dire que la technologie doit faciliter l'octroi, mais que le retrait d'un droit doit impérativement exiger une évaluation humaine. L'humain doit garder le contrôle. Exact. La technologie doit agir comme un radar bienveillant pour repérer les besoins, pas comme un juge aveugle. C'est tout le sens d'initiatives comme CPS Online. C'est quoi ça, CPS Online? Ça simplifie la porte d'entrée numérique pour faire la première demande, mais ça garantit qu'un travailleur social prendra le relais humainement pour évaluer les nuances de la situation. On arrive à la croisée des chemins de notre analyse, je pense. On voit bien que l'infrastructure technologique, les câbles lumineux de données, tout ça, ça existe déjà. Ouais. Les solutions sont prouvées. Donc, résorber ces milliards de droits fantômes-là, c'est plus juste un casse-tête technique, c'est un choix de société. Exactement. Il s'agit d'un basculement de paradigme. On doit passer de la vieille conception de l'État-providence centrée sur le citoyen qui demande, qui doit constamment justifier puis prouver sa misère, au concept d'un État qui propose. C'est ça. Un État qui assume la responsabilité d'utiliser ses propres outils pour garantir préventivement le filet de sécurité de ses membres. Et ça soulève une réflexion finale qui va bien au-delà des formulaires administratifs pour nos auditeurs. Si on pousse cette logique d'automatisation puis de droit inaliénable jusqu'au bout, on arrive inévitablement à questionner la nature même de l'aide sociale. Tout à fait. Imaginons qu'on réussisse à bâtir cet État parfait qui calcule et verse automatiquement ce qu'il faut à chacun, sans aucune intervention. Est-ce que la prochaine étape logique de ce système hyper automatisé, ce serait pas simplement le revenu de base universel? C'est une question très légitime. C'est une somme inconditionnelle versée à tous, éliminant d'un seul coup toute bureaucratie puis tout stigmate? Ou, à l'inverse, si on sous-traite entièrement notre solidarité à des algorithmes froids,
est-ce qu'on risque pas de perdre l'empathie humaine? Le contact fondamental. Oui, ce contact entre citoyens qui est au cœur du tissu social. Et au final, est-ce qu'on devrait concevoir nos systèmes pour empêcher à tout prix 5 % de tricheurs de frauder ou les concevoir d'abord pour garantir que 100 % des personnes vulnérables reçoivent l'aide vitale qui leur est due? Laquelle de ces deux approches définit vraiment une société juste? Il y a de quoi se demander à quoi ressemblera l'État-providence de demain. C'est un énorme débat. Absolument. Mais une chose est sûre, tant qu'on gardera notre vieux thermomètre cassé pour mesurer la pauvreté, ces milliards de droits fantômes continueront de flotter dans les airs, pendant que des gens bien réels, eux, resteront dans le froid. Sir, we are launched. Turn your keys. Sorry, I'm so sorry. Turn your keys, sir.